Alors merci à chacun de vous. Merci à mesdames Claire et Antoine. Christine devait venir. Elle va venir. Alors, donc, merci aux amis d'Agde, parce qu'ils sont nombreux ici dans la salle. Merci à notre ami venu de Normandie. Il faut le faire, Michel. Venir de Normandie pour assister à une réunion des amis d'Agde. Merci à tous ceux qui, contre vents et marées, nous ont toujours soutenus. Ça n'a pas toujours été facile. Merci aux excusés. Jean-Marie Estève, président du club des managers, représenté par Louis Rigal. Louis, lève le bras qu'on te voit. Voilà. Monsieur Vincent Mirand de Lagatois. Alors il a son représentant quelque part. Non. Elle n'est pas là. Représenté par monsieur Marcherat. Il n'est pas là. Il s'est perdu en route, il m'a dit qu'il viendrait. Monsieur Marius Romero, ex-président départemental des offices de tourisme. Il est malade, il est abaisé, il ne peut pas se déplacer. Monsieur Pierre Conan, président de l'UNC. Et par ailleurs, monsieur le maire nous a assuré de son soutien. Et il entend développer l'image du Saint-Christ au cœur de la promotion touristique de la ville. On a toujours eu des réponses favorables de la mairie, mais jamais nous sommes arrivés, comme on va y arriver maintenant, puisque le maire en a pris la décision, à ce qu'on intègre définitivement, complètement, totalement, le Saint-Christ dans la promotion de la ville. J'ai entendu des doutes qui doutent sur la véracité du Saint-Christ comme œuvre de Michel-Ange. Je vous le dis, je le redis, je le répète, que ceux qui sont contre, pour dire que ce n'est pas Michel-Ange, viennent devant nous, pas derrière, pas dans des officines, viennent devant nous nous dire, voilà, ce n'est pas Michel-Ange à cause de ceci ou à cause de cela. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, c'est revenu, le torse, on m'a parlé du torse. On m'a dit, le torse, il n'est pas de Michel-Ange. Et c'était un argument qu'on m'a sorti il y a 10 ans de ça. Le torse, il n'est pas de Michel-Ange. Et pourquoi il n'est pas de Michel-Ange? Parce qu'il a les côtes apparentes, parce qu'il a beaucoup de côtes, parce qu'il est long. Et oui, justement, c'est toutes les raisons qui font que justement notre Christ est de Michel-Ange. Pourquoi? Parce que Michel-Ange est jeune. On oublie ça de le situer. Il a à peine 20 ans. Et il a comme maître Donatello. Et quand vous mettez les deux Christ, comme on le voit dans le DVD, quand vous mettez les deux Christ côte à côte, celui de Donatello et le nôtre, vous vous apercevez que un, c'est le maître, et à droite, c'est l'élève. Et Michel-Ange a cessé d'imiter Donatello au bout de quelques années, en particulier quand il a fait la Pietà Vaticana. Ce soir, notre réunion en petit comité n'est que la préfiguration d'une grand-messe médiatique. Elle est l'expression de notre volonté d'aller jusqu'au bout de notre mission aujourd'hui. Et ça, c'est important. Nous ne sommes plus qu'émandeurs. Il y a 26 ans, j'allais voir l'un, j'allais voir l'autre, pour demander et dire, nous avons un Christ à Saint-Sever, est-ce qu'il est de Michel-Ange? Expliquez-moi pourquoi il est de Michel-Ange. Et petit à petit, quand on m'a expliqué pourquoi il n'était pas de Michel-Ange, à force d'avoir des observations, j'ai construit tout un dossier où, on en reparlera de la tête aux pieds, on s'aperçoit que notre Christ de Saint-Sever, là à côté, a tous les critères de Michel-Ange. Chose que n'ont pas les autres Christ qui ont été affectés à Michel-Ange. J'ai eu, cette nuit à 2 h du matin, une lettre de M. William Wallace, le plus grand expert, je le souligne pour que vous ayez conscience, le plus grand expert mondial de Michel-Ange, qui s'intéresse à notre... Vous pourrez réunir n'importe qui, à part Jules Cruel-Scapes ici présent, personne ne dira c'est un Michel-Ange. Et ce que nous allons nous efforcer de faire, que les gens le disent que c'est un Michel-Ange. Donc le professeur Bellini est venu. Je parle sous le couvert d'Yvonne et de mes amis qui étaient là. Ceux qui ont été là ont été quand même surpris de voir comment s'est engagé le professeur Bellini. Puis on se propose de rencontrer les associations. Donc j'ai essayé d'être rapide pour qu'on puisse faire le tour. Tout à l'heure, quand on aura remis les DVD
à nos lauréats. On pourra discuter et poser toutes, j'ai bien dit, toutes les questions, même celles que vous croirez les plus gênantes, vous pourrez me les poser. Parfaitement maître de Michel-Ange. Michel-Ange n'être jamais venu à Agde, ça ne change rien au fait qu'il s'agisse d'une œuvre dont, au pire, on peut dire qu'elle est de l'école de Michel-Ange. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Bellini, si je ne veux pas trop déflorer ce qu'il a dit. Il est difficile pour un expert d'être aussi catégorique à part d'être Jules, en disant c'est un Michel-Ange. C'est difficile. Un expert, c'est quelqu'un qui avant tout évite de se mouiller, j'allais dire professionnellement parlant, c'est son métier. En revanche, dire déjà qu'il est de l'école de Michel-Ange, c'est réellement admettre qu'on est sur la bonne voie, et peut-être que jamais personne, et ça je ne veux pas faire de la peine à mon voisin, jamais personne n'écrira « il est de Michel-Ange ». L'intime conviction n'est pas du domaine de l'expertise. Hein, je crois que c'est clair. Mais on est capable de lire entre les mots. Voilà, l'important, c'est que personne ne peut aujourd'hui valablement mettre de façon importante, comme une grosse pierre dans la mare. Tout ça, ce sont des âneries, et ce Christ n'est jamais, à aucun moment, ne pourra être et n'est jamais de Michel-Ange. Voilà, ça c'est fini. On n'y reviendra plus. Voilà. Une chose, j'ai entendu, avec grand plaisir, il est de l'école de Michel-Ange. Il est de l'école de Michel-Ange. À quelle époque? Toujours les pieds sur la terre, le bon sens. Quel âge il a, Michel-Ange? 20 ans. Il n'a pas d'école. Que par la suite, il y a des gens qui les copient, tout ça, je veux bien. Mais il n'a pas d'école. Donc, si c'est un Michel-Ange, si tout dans son corps, dans sa présentation est de Michel-Ange, et que c'est un élève de Michel-Ange, il n'y a pas d'élève, hein, c'est Michel-Ange lui-même. Michel-Ange a-t-il eu des élèves? Peu importe. Ce n'est pas un problème d'école au sens strict. C'est quand quelqu'un dit qu'il est de l'école de Michel-Ange, ça veut dire que c'est une œuvre qui est largement proche de celle du maître. Donc en fait, soyons clairs sur les mots, quand on dit il est de l'école de quelqu'un, c'est tout simplement pour éviter de dire il est de. C'est parce que, comme je le dis tout à l'heure, un expert, c'est quelqu'un qui ne se mouille pas, même quand il se mouille, en général, on se rend compte qu'il y a beaucoup de précautions autour, parce que le propre d'un expert, c'est de jamais être sûr de rien, sinon c'est pas un expert. À partir de là, que tu dises à l'époque où Michel-Ange peut l'avoir fait, il n'avait pas d'école, c'est évident, mais est-ce que Michel-Ange avait réellement une école? Non. Raphaël, oui, mais Michel-Ange, non. Donc l'école de Michel-Ange, c'est des gens qui ont, au-delà de Michel-Ange, qui ont vu ce qu'il faisait et qui ont essayé d'imiter. Mais est-ce que c'est une école ou est-ce que ce sont des à la manière de... Pardon? C'est le créateur de l'école. Voilà, mais disons que on peut parler d'école dans la mesure où il y a un style Michel-Ange. Mais ça aussi, on ne le dira pas. On ne dira pas il est de style Michel-Ange, parce que le style, on sait ce que c'est Henri II, c'est pas Michel-Ange. Donc il faut être très prudent. Je ne parle pas de ce que je pense. Quand on entend un expert, et le fait de dire il est de l'école de Michel-Ange, ça ne veut strictement pas dire qu'on réfute son appartenance. Voilà. Ça veut dire simplement qu'il y a un énorme pas qui est fait dans la reconnaissance, puisque c'est de ça que nous parlons. L'énorme pas, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de décision tranchée qui consiste à dire il ne peut pas être de Michel-Ange. Là, on ne s'embarrassera pas d'école, on dira il ne peut pas être. Déjà, le simple fait de dire il est de l'école, il ressemble, c'est du style. Je crois que c'est une grande victoire. Ça, c'est la grande victoire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gens qui étaient contre, ils ne s'embarrassaient pas de détails. C'était n'importe quoi, un Donatel ou peut-être voilà, Bérouguette. Mais bon, ça c'était. Mais c'est fini, on n'en parle plus. Mais on a vu le DVD, franchement, on est convaincus. Quand on l'a mis, on voulait aller plus profondément dans le sujet, mais là, franchement, on est vraiment convaincus. J'ai convaincu ma soeur et compagnie. Mais alors, par contre, moi, la seule chose qui me travaille, comment il est arrivé ici? Parce que y a-t-il des preuves que Michel-Ange est passé par Agde? Voilà une question excellentissime que je n'ai pas encore voulu évoquer, que j'évoquerai un jour quand j'écrirai le livre pendant du Code d'Avici. Est-ce que Michel-Ange est venu à Agde? Grande question. Alors je vais répondre indirectement, tous les hommes politiques font comme ça. Je dirais simplement, pourquoi ne serait-il pas venu?
Hein? Pourquoi ne serait-il pas venu? Et est-ce qu'il est obligé que Michel-Ange soit venu à Agde pour que le Christ de Saint-Sever soit de Michel-Ange? Non, c'est pas ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai compris, j'ai compris. Non, j'ai dit mais je t'ai dit que j'allais faire un livre là-dessus. Alors tu vois, non, parce que je me répète, hein, je n'ai aucun doute sur la réalité du Christ. la réalité, mais c'est aucune... Alors, est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce qu'il y avait une raison pour que... Vous allez vous imaginer, les uns et les autres, vous êtes dans votre ville. On vous pourchasse pour vos idées, parce que vous avez des idées qui ne sont pas en harmonie avec les dirigeants. On vous pourchasse. Vous voulez vous cacher. Quand vous voulez vous cacher, où vous allez chercher à aller? Vous allez chercher à aller dans un endroit, dans une ville, où vous avez quelqu'un qui vous accueillera. Quelqu'un qui est peut-être de votre parenté, et qui est puissant. Et bien ce quelqu'un, c'est l'évêque d'Agde, Jacobus Capes Minutolo, qui est ici à Agde. Quand nous avons mis le pied sur le catafalque, À plat, oui. plat, déjà quand il a vu le Christ sur la croix, sur son emplacement, il faisait que dire que c'était... Il était émerveillé. Bien sûr, bien sûr. Et quand on l'a posé, il a regardé les pieds, et là, il a dit, il n'y a qu'un maître pour faire des pieds comme ça. On est bien d'accord. Il a dit, c'est les pieds du David. Et là, il ne s'arrêtait plus de regarder les pieds, de les toucher, il a dit, quelle belle. Et il nous a dit, bien après, il est revenu sur l'école, pour moi, c'est un Michel-Ange. Il a dit pour moi, mais c'était pas un jugement. Je ne peux pas le dire tout seul. Tout seul. Voilà. Pour moi, c'est un C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Voilà, tout à fait. Antoine, il ne faut pas se tromper. Non, non, L'intime conviction de l'expert, elle va être sa conviction, mais quand il va officiellement prendre position, je ne connais pas un expert qui aujourd'hui, parce qu'il y en a eu des années racontées, qui écrira en gros, c'est un Michel-Ange, je signe. À moins que ce soit quelqu'un comme Wallace, qui lui n'est plus rien à perdre. Il est à un tel niveau de compétence qu'il peut se permettre de se planter. Mais je crois qu'il y a actuellement, il y a peu d'experts qui prennent, parce qu'autrefois, il y a quelques années, il y avait des experts qui s'avançaient très fort, ils ont pris beaucoup de claques. Depuis d'ailleurs l'attribution de certaines œuvres à certains grands auteurs, que ce soit des peintres ou autres, on se rend compte que même dans le domaine de l'expertise, aujourd'hui on est capable de faire tout et son contraire. Donc c'est un peu une prudence qui est de bonne loi. Après tout, il vaut mieux un expert prudent qui va avancer avec des arguments qui seront absolument inattaquables, qu'un expert qui va se jeter à l'eau en disant lundi c'est un Michel-Ange, mardi ça n'est pas un, et mercredi ça n'est peut-être un. Donc, voilà, je crois que. Mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mon voisin qui est quelqu'un d'extrêmement à cheval sur ses convictions, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est un peu apparemment modéré dans ses propos qu'il n'y croit pas. L'étape a été franchie. Excuse-moi, l'étape a été franchie. Bien sûr, l'étape a été franchie. Voilà, on ne peut pas démonter que c'est un... On n'y reviendra plus. On a un faisceau d'arguments actuellement, un faisceau de présomptions pour dire que mais je veux dire, bon, au niveau scientifique actuellement, quand Jules parle de preuves, chaque fois ça me met un peu en rogne parce qu'on n'a absolument pas la preuve que cette œuvre soit de Michel-Ange. Hein. Je crois être un scientifique toute ma vie et je continue à essayer d'avoir un discours scientifique, donc à apporter des preuves dans une démonstration. Pour l'instant, ce qu'on sait, et ça c'est le grand mérite de Jules, c'est d'avoir eu au départ, comme il a dit, l'intuition, et d'avoir apporté un faisceau d'arguments qui vont dans le sens d'une attribution à Michel-Ange ou à son école ou à un style proche de Michel-Ange, etc. Mais je veux dire, et c'est déjà énorme. C'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, personne actuellement peut dire ce Christ ne peut absolument pas être de Michel-Ange. Donc ça, c'est déjà un point énorme. Hein. Mais de là, de passer de ça à dire c'est un Michel-Ange, d'abord, je crois qu'aucun, comme tu le disais, aucun scientifique, comme je le disais moi-même, comme tu le dis toi-même, bon, ne franchira le pas. Et c'est là qu'à mon avis, l'idée que je crois, on a été un peu les premiers à lancer il y a quelques années d'un colloque ou là-dessus, sera utile parce qu'on va discuter
pas du Christ de Michel-Ange de Saint-Sever, on va discuter, le titre du colloque, des Christ de cette période. Voilà. En général, et dont le Christ Saint-Sever sera dedans. Et là, on aura des gens qui vont venir, qui connaîtront très bien Béruguette, qui connaîtront très bien Donatello, qui connaîtront très bien Michel-Ange, et d'autres, bien sûr, auxquels peut-être on ne pense pas. Hein, et ça va permettre d'avancer. Je suis sûr qu'à la fin du colloque, on ne dira pas c'est un Michel-Ange. Hein, mais on aura quand même des discussions qui vont amener du grain à moudre, des gens qui vont parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, en donnant des arguments, des contre-arguments. Et ça, je crois que c'est maintenant vers ça qu'il faut aller. Bon, je crois que tout le monde est d'accord pour qu'on... Même Jules. Alors, pour qu'on monte ce colloque. Hein. On ne dira pas c'est un Michel-Ange. Mais je vais poser une question. Pourquoi le Christ du Bargello, on dit que c'est un Michel-Ange? Mais c'est la même chose. Ça relève d'une affirmation qui est encore plus gratuite que celle-là. Parce qu'il n'a pas tous les critères de Michel-Ange que nous avons. Et on dit qu'il est Michel-Ange. Je vais jusqu'au bout pour éclairer les gens. Vous savez pourquoi on l'a payé? 3 200 000 euros. Donc c'est un vrai. Donc c'est un vrai. Oui. Parce qu'on l'a payé. Non mais Jules, c'est pas parce que les autres font n'importe quoi qu'il faut automatiquement prendre le même chemin. Je ne fais pas n'importe quoi. Et on n'est pas en Italie. Non, mais attends, je te dis pas que tu fais n'importe quoi. Je te dis pas parce que les autres font n'importe quoi. Et on n'est pas en Italie. Voilà, donc si tu permets, je préfère encore une fois peut-être rebondir sur ce que vient de dire Jean-Paul parce que ça me paraît très important. Il ne peut pas y avoir un colloque qui soit sur le Christ de Michel-Ange, ça serait une véritable hérésie, parce qu'un colloque qui consisterait à poser les conclusions avant même de la reprise, et on ne le tiendrait pas. C'est quand même une sorte... Et on ne le tiendrait pas. Et en plus, on aurait des oppositions... On aurait des oppositions de la DRAC, etc. En revanche, un colloque qui va étudier de façon sérieuse. Là aussi, il ne faut pas non plus faire venir des gens qui sont des guignols. Ça existe. Qui va étudier de façon sérieuse un véritable pan de l'histoire de l'art, qui est cette période de la Renaissance où, par exemple, l'Église a décrété qu'on ne peut pas représenter le Christ mort. Vous savez que c'est un argument théologique qui fait qu'on peut imputer à une période certains types de représentation christique, parce que c'est d'ailleurs une sacrée gageure pour le sculpteur, c'est que le Christ est à la fois le Christ qui est mort, parce qu'il est mort, mais c'est aussi le Christ qui est ressuscité dans la même œuvre. Or, quand vous avez regardé le Saint-Christ que vous avez ici, vous savez qu'en regardant à droite ou à gauche, on n'a pas la même impression. Cette espèce d'obligation qui est une obligation, on va dire, religieuse, déjà, ça nous met sur une piste de la période d'attribution. Mais vous voyez, c'est à ça que ce colloque doit arriver. C'est qu'il faut qu'à la fin du colloque, si colloque il y a, on ait non pas une affirmation qui serait celle qu'on a posée en préambule, évidemment, si on part dans l'idée qu'on ne va pas démontrer autre chose que ce qu'on a décidé de démontrer, ne faisons pas de colloque, c'est pas la peine. Disons, c'est le Christ de Michel-Ange, on n'en parle plus. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à ce que, au fur et à mesure, publier de façon absolument scientifique, Jean-Paul l'a précisé, et je répète que la science n'est pas l'intuition. Avoir une intuition, c'est très bien, mais dire que c'est scientifique, c'est pas bien. Si les découvertes étaient toutes liées au fait qu'une intuition se vérifie ou pas, bon, il y en a certaines qui sont bonnes, d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut que ce colloque soit une véritable mise à plat de toutes les présomptions, de toutes les contre-argumentations, de tous les éléments qui sont aujourd'hui encore, ben, tu viens de le dire Jules, hein, il y a encore des gens qui disent « Ah mais moi je ne suis pas persuadé que parce que c'est peut-être un Donatello, c'est peut-être un Béruguette, c'est peut-être un n'importe quoi. » Oui, mais excuse-moi de te couper. Oui, mais tu peux. Moi j'explique pourquoi, si je suis conscient que c'est un Michel-Ange, eux ils diront c'est un Donatello ou c'est un Béruguette, mais ils ne nous donnent pas d'argument. Je n'ai jamais vu aucun argument pour nous dire... Tu en auras des arguments. Dans un colloque, tu en auras des arguments. Eh bien, tant mieux. Ne te fais pas d'illusions, tu vas tomber sur des gens, parce qu'il n'est pas compliqué de mentir. Hein. Je veux dire qu'à partir du moment où je dis que ce stylo est rouge, ben, il n'y a que moi qui le dis, mais après tout, vous n'êtes pas obligé de croire qu'il est noir, même si c'est le cas. Dans un colloque, il y a des... Excusez-moi, je dis toujours, en parlant de mes enfants, je dis... Si mes enfants disent que ce stylo est rouge, oui, je le rejoins. Eh bien, c'est qu'ils le voient rouge. C'est pas qu'il est rouge, c'est qu'ils le voient rouge. Voilà, tu es en train de bien comprendre ce que je veux dire que dans un colloque. Si quelqu'un a l'idée que ce Christ est de Donatello, tu pourras argumenter pendant... Lui, il aura l'argument qui sera peut-être bidon, comme ce stylo rouge est en réalité noir.
Et bon, mais après, on est sur la possibilité d'exprimer des idées, de les formaliser, de les imprimer, de les éditer, c'est le propre d'un colloque, de donner naissance ensuite à ce qu'on appelle des actes. Et à partir de là, le Christ prendra, non pas une existence qu'il a déjà, mais prendra sur le plan scientifique une place qui sera celle d'un objet dont on aura été, à un moment donné, amené à se poser des questions, et surtout de les poser avec des réponses écrites. D'où l'intérêt du colloque. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait pensé que c'était nécessaire. Alors, qu'il soit international, je pense que ça sera plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent aujourd'hui, et qu'un colloque international, c'est surtout de l'argent qu'il faut pour faire venir les gens. On en sort d'un colloque international il y a 2 ans, oui. Ça coûtait très cher. Mais en revanche, il peut être déjà au niveau des pays où se trouvent des spécialistes. Il y en a des pays, hein, pas loin de chez nous. L'Italie, c'est pas très loin. Voilà. France, ouais. Et en France aussi. Rien qu'avec ça, c'est vrai que c'est un argument qui va faire peut-être bouger beaucoup de choses, de gens et de choses. Et en fait, le but, c'est pas de montrer que le Christ est de Michel-Ange, personne n'en doute. Personne n'en doute. C'est de montrer que quand on a la possibilité de le comparer à toutes les productions de la période, il ressort parce qu'il est, je ne dis pas exceptionnel, il est vraiment différent. La différence, elle est que, comme disait Bellini et bien d'autres, voilà ceci, on sent la patte de quelqu'un qui est un maître. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit ce qui me paraissait. Jules parle de M. Grasset. C'est une histoire qui a été écrite entre 1838 et 1840 par Gaspard Melchior Balthazar Grasset, hein, qui a été archiprêtre de Saint-Étienne d'Agde, avant d'aller supérieur du Grand Séminaire de Montpellier, et donc il est mort en juin, je crois, 1940. Et entre le moment où il part d'Agde et celui où il meurt, il écrit une histoire d'Agde qui est restée manuscrite. Il y a eu plusieurs copies, nous en avons une au musée. Il n'était plus à Agde à ce moment-là. Il n'était plus à... Oui, mais attends. Alors j'ai tout retranscrit à l'ordinateur, ça fait 15 ans au moins que je dois le publier. Bon, il faudra que je le fasse quand même. Je veux corriger mon manuscrit pour qu'il n'y ait pas de faute. Et c'est en attendant comme ça qu'on ne fait pas. Alors, ça m'a beaucoup intrigué, parce que d'après M. Grasset, le Saint-Christ a été dans le brasier qui était devant Saint-André. Les membres ont brûlé en partie, hein, ont été cassés, et donc il a été enterré au lieu dit le Saint-Christ. Oh, c'est le chemin de Notre-Dame. C'est le chemin de Notre-Dame. Et alors, c'est d'autant plus curieux qu'en 1838, je crois, 35 ou 38, il y a une épidémie de choléra. Et pour implorer la clémence divine, M. Grasset dirige une procession, le Saint-Christ en tête, qui part d'Agde jusqu'à Notre-Dame. Donc, il a vu le Saint-Christ. Et comment va-t-il raconter qu'il a été enterré? En effet, hein, il serait tout pourri. Après avoir brûlé en partie. Après avoir brûlé en partie. C'est là une énigme. Est-ce qu'on peut se fier à M. Grasset? Ben, apparemment, ça pose au moins des problèmes. C'est-à-dire que le problème, si je peux me permettre d'être uniquement historien, parce que c'est quand même aussi mon métier, c'est que là, on a des sources qui sont des sources uniques. Alors, vous savez que dans la démarche scientifique, il faut croiser les sources et les multiplier. On a des sources qui sont uniques et contradictoires. Donc déjà, ça laisse supposer, dans les deux cas, que ce soit le témoignage de Grasset ou l'autre, ça laisse supposer qu'on ne peut le prendre comme, ce que disait Jules tout à l'heure, un élément historique certain. On peut le prendre comme une base, parce que c'est pas vieux, une base possible, mais c'est pas certain. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'objet. Et lui, l'objet permet de vérifier la possibilité de certaines hypothèses ou l'impossibilité. Ce qui est sûr, c'est que Grasset peut très bien, parce qu'il n'est pas témoin de l'affaire Grasset. Il n'était pas là. Surtout, il n'est pas Agde même. Non, mais il n'est pas témoin. Parce qu'il n'était pas là en train de vérifier. Quoi. On peut peut-être envisager qu'il parle d'autres Christ. Parce que Agde, est-ce qu'il n'y avait qu'un seul Christ? Probablement pas. C'est quand même une ville importante, il y a plusieurs églises à Agde. Donc, rien n'empêche de penser que c'est le sort d'autres Christ. D'abord, si je te coupe, l'abbé Humbert évoque cette possibilité. Quand il dit il y a des gens qui prétendent avoir des morceaux de Christ, etc. chez eux. Voilà. Exactement. Non, mais c'est pas. Ce que je voulais dire, qu'on a d'autres arguments qui viendraient prouver que
Non, mais je pense qu'il faut être très prudent parce qu'on n'a pas de documents probants, quoi qu'en dise Jules. On a des documents qui sont des sources qui sont beaucoup trop petites. On n'a pas pluralité et concordance. Il qu'en matière de... Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la façon dont on a envisagé les sources quand on fait de l'histoire, mais c'est évident que là, on ne peut avoir que des débuts de présomption. Alors, il y en a certaines qui sont totalement inacceptables, d'autres qui sont possibles, mais en attendant, on a la chance inouïe de l'avoir, ce Christ. On peut parler de ce qu'on veut, mais on a je dirais, l'objet de notre préoccupation, on l'a réellement. Comme il a été quand même vu de près, puisqu'il y a eu des analyses qui ont été faites, il est certain qu'on ne peut pas dire, au vu de ce qui a été trouvé, qu'il ait pris feu. Non, ça c'est sûr. Donc déjà, il a les deux jambes, et les deux bras, et les membres. Ne serait-ce que la et après, il fallait le restaurer, on verrait la différence de peau. On sait qu'il a été réparé. Il a été réparé. Mais qu'il ait été cassé, vous comprenez qu'entre le fait qu'il ait été cassé et qu'à ce moment-là, on puisse envisager que la personne qui l'a mis à l'eau, en obtenant de la foule qu'on ne le voulait pas, mais qu'on le noie, surtout qu'on le noie dans un endroit qui était le cloaque d'Agde, c'est pas évident qu'il l'ait fait avec beaucoup de précautions. Hein. Il a pu tomber, qu'il y ait des ruptures, c'est tout à fait possible, mais on n'en est pas à ce que dit, d'autant qu'on n'a ni trace d'incendie, ni trace, comme nous disait très justement Jules, d'ensevelissement pendant un certain nombre d'années, qui fait que même si on a un bois de bonne qualité, il y a quand même, ne serait-ce qu'au niveau des éléments qui sont autour de ce bois, c'est-à-dire tout ce qui est la partie enduit, peinture, etc., on aurait des traces d'humidité liées au fait que la pièce a été enterrée. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi et prendre n'importe quoi comme argument acceptable, parce qu'on a la chance d'avoir l'objet du débat. On le connaît. Donc il ne faut pas non plus s'affoler en disant qu'il n'y a pas de preuves historiques, mais on s'en moque. On a des présomptions, qui ne sont pas des preuves, qui sont des présomptions, et on a le Christ lui-même. Alors, pour la fiabilité de ce que raconte M. Grasset, bon, lui je le crois absolument sincère, mais il rapporte des témoignages. Et les témoignages fluctuent avec le temps, ils s'effacent vite. Par exemple, c'est lui, je pense, qui est à l'origine, qui a écrit pour la première fois que la lézarde, moi aussi je l'écris à la suite, hein, la lézarde qui est dans la voûte de la cathédrale, cette dislocation qui s'est produite dans l'angle sud-ouest de l'édifice, est consécutif. Saint-Étienne. Est consécutif au tremblement de terre de Lisbonne. Hein, ce serait une onde en retour. Hein, or, on a prouvé le contraire. Voilà, on a actuellement un contrat de réparation de cette lézarde antérieure de plus d'un siècle. Ah bien sûr, hein, tout à fait. C'est 220 et quelques. Voilà, c'est ça, on a au XVIIe, disons qu'on a un élément qui a été rapporté. C'est pour ça que je vous dis attention, la preuve de ce que Grasset avance, on l'a pas, on n'a que le texte de Grasset, mais Grasset, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des choses qu'il a récoltées par des discussions au cours d'échanges avec des gens dont on n'est absolument pas sûr de la fiabilité, d'autant qu'on sait très bien que le témoignage humain, lorsqu'il est uniquement rapporté de bouche à oreille, c'est bon, c'est tout à fait fugitif. Et donc, si on a la preuve que Grasset s'est planté, et ça je peux vous dire qu'il s'est réellement planté, en attribuant à Lisbonne une lézarde qui était attribuée à bien autre chose parce qu'elle existait 100 ans avant, et réparé, mais il faut lire la cathédrale, c'est un bouquin très important. Il est certain qu'on peut avoir des doutes sur le fait qu'il raconte quelque chose d'authentique. Voilà. Donc Michel a raison. Il s'agit en réalité, pour M. Grasset, d'avoir écrit une histoire d'Agde au travers des témoignages qu'il a reçus. On le prend comme tel. On a trouvé des choses qui nous ont intéressés en revenant pour la cathédrale chez lui. En particulier, l'église Sainte-Marie, on l'a trouvé un peu grâce à Grasset. Grasset en parle. Donc, c'est un document qui a un intérêt pour l'historien à condition de savoir, vous savez, c'est comme Internet. Il y a tout et son contraire, là. Pareil. Alors, si vous le permettez, je vais rajouter quelque chose, parce qu'après ça se file de la tête. Nos anciens, est-ce qu'ils étaient plus ignorants que nous? Est-ce qu'ils étaient plus bêtes que nous? Est-ce qu'ils étaient plus inconséquents que nous? Dans les années 1860 par là, je vous l'ai dit tout à l'heure, Annette du Saint-Christ, après cette époque-là.
Ils ont vécu ces événements. C'est pas, on ne leur a pas raconté, ils ont vécu ces événements. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont érigé une croix à l'endroit où on a dit le Christ a été retrouvé. Là aussi, de mettre ça en doute, on peut douter de tout. De tout, on peut douter. Hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le stylo rouge et le stylo bleu, on peut douter de tout. Mais s'ils ont fait une croix à cet endroit précis, c'est qu'il y avait une raison. Hein? Si 70 ans après, alors que personne n'en parlait, si 70 ans après, on a honoré les maquis de $500, c'est qu'il a existé. Et pourtant on n'en parlait pas. Et pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu des gens qui ont vécu et qui étaient là à cette époque-là. 70 ans derrière. C'est un peu l'histoire de Grasset, de la croix et des événements. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas de la légende comme celle de 1500. C'est un peu de la légende, dans la mesure où quand même, il s'agit de faits rapportés que Grasset a monté de façon à ce que ça soit assez cohérent, mais ce qui a permis de raconter, ce qu'il a finalement assemblé, c'est quand même des on-dit. Il a travaillé sur des on-dit. Il n'avait aucune preuve. Nulle part il donne de preuves, ne serait-ce qu'au travers d'une publication, d'un écrit. Tout ce qu'il nous dit, c'est finalement ce que lui en a déduit de ce qu'il a entendu dire. C'est quand il a écrit, c'était les témoins directs, il y en avait encore, probablement, je ne sais pas, oui, certainement. Oui. Mais ces témoins directs étaient exploités. Est-ce que c'était de vrais témoins? Est-ce que c'était des témoins qui avaient réellement vu? Parce que, bon, je ne vais pas vous raconter des choses qui auraient à voir avec cette affaire-là, mais je connais une histoire sur laquelle je peux travailler. On avance un témoin, quand on analyse bien, le témoin, il avait 3 ans à l'époque des faits. Voilà. Donc on peut se dire, bah oui, voilà, donc il faut quand même après, à un moment donné, faire la part du feu, et c'est ça le rôle de l'historien, de voir si c'est plausible. Les pieds sur la terre. Je pense que, d'abord, la preuve de quelque chose, quand on veut faire un travail d'historien, c'est d'avoir suffisamment d'éléments concordants et qui sont sans aucune critique. Il ne faut pas non plus qu'ils soient concordants, mais qu'ils soient complètement disparates. Il faut qu'il y ait concordance et cohérence. Bon, mais là on n'a pas. Du moment qu'on n'a pas, et qu'on n'aura probablement pas, c'est pas une raison pour dire que ça n'existe pas. Il faut faire attention de ne pas avancer ces arguments, comme étant, aussi bien dans un sens que dans un autre, comme étant des arguments déterminants. Hein, voilà, c'est une façon de... C'est une conformité de l'esprit. Je reviens sur 2 choses. Grasset, il a fait 2 phrases, 2 lignes, pas 2 phrases, 2 lignes. Hein, c'est ça. Oui. Alors, 2 lignes, vous voyez l'importance de ce qu'il a attaché. Ça, c'est une chose. Alors, je continue. Non, mais j'avais terminé. Voilà. Pour revenir au débat précédent, si ce n'est pas un Michel-Ange, on pourra dire c'est de l'école de Michel-Ange. Quel est l'impact de dire c'est l'école de Michel-Ange? Quel impact sera c'est l'école ou si c'est Michel-Ange? L'impact, il est très simple. C'est que si on veut avoir c'est un Michel-Ange, on l'aura peut-être jamais. Voilà. Alors que si on accepte de se dire que, c'est ce que tout à l'heure on disait, de lire entre les lignes, dire il est de l'école de Michel-Ange, on peut l'interpréter comme étant il est de Michel-Ange, mais ça on l'aura. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui dit cette œuvre est incontestablement de l'école de Michel-Ange, plutôt que d'avoir quelqu'un qui sait, dans son fort intérieur, qui ne peut être attribué qu'à, mais qui ne le dira pas. Un expert qui va écrire, parce que l'expert peut dire, mais là il pourra dire qu'il n'a jamais dit. Déjà le dire, c'est pas mal, le dire et l'écrire, c'est autre chose, et ensuite l'écrire et l'étayer et le publier, alors là, écoutez, on en reparlera. Et puis des fois le mystère, ça arrange les choses. C'est mon leitmotiv depuis 26 ans. Je dis, il n'y en a qu'un qui peut dire que c'est un Michel-Ange parce qu'il en a la conviction, parce qu'il en a eu l'inspiration, excusez-moi, je ne sais pas s'il est divine, mais il a eu cette inspiration, cette intuition. Il n'y en a qu'un, c'est Jules Prescapès, Minutolo, ici présent. C'est tout le mérite. Même l'expert n'auront pas à plusieurs endroits. Moi, ce que j'ai toujours dit, il y a plusieurs endroits, c'est en haut, Champagne-Ardenne et tout. Celui qui l'a fait, où les gens devaient écrire ce qu'ils pensaient. Je leur ai présenté 4 Saint-Christ, parmi lesquels il y avait un autre Saint-Christ. À 75%, les gens qui connaissaient pas le Saint-Christ de Michel-Ange désignaient le Saint-Christ d'Agde comme étant de Michel-Ange.
Qu'est-ce que tu leur as mis comme comparaison? Vous voyez des crises qui sont proches, Berruguette, Bonatello. Il a l'idée de Michel-Ange. Tout le monde voit Michel-Ange avec ses bonnes femmes, ses beaux hommes, costauds, forts, musclés et tout. On ne le voit pas avec des filles. Et donc les autres, c'est des crises faites. D'accord, ok. Non, mais il y avait quand même une façon de présenter qui qu'on a qualifié théologiquement par là, Jésus. C'est le plus beau des enfants des hommes. C'est ce que la théologie nous enseigne. Mais il faut que je le présente dans ton DVD à un prêtre de mes amis qui pourrait devenir un fidèle allié si je le présente bien. Mais 2 ou 3 fois, on m'a dit c'est un peu long, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter, de le reprendre après parce que c'est un peu lourd à. Il faut absolument que je vienne avec toi, sinon je ne rentre pas.